Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir. Je me présente Mathilde Rohrbasser pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue sur ma chaîne Revenir à l'unité. Aujourd'hui je voudrais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie Métraud et qui est sage-femme. Et je vais la laisser se présenter, mais avant je voudrais lui dire un grand merci pour avoir accepté mon invitation. Ce n'est pas facile, mais bon, j'ai accepté. Ça va très bien se passer. Alors, je suis sage-femme maintenant depuis presque 45 ans. Je suis mère de 5 enfants et j'ai exercé mon métier d'abord en hospitalier pendant une quinzaine d'années avec une expérience à l'étranger en Israël pendant 2 ans. Et après avoir dirigé un service hospitalier en France et avoir aussi créé un centre de planification familiale suite à une formation de conseillère conjugale et familiale, je me suis mariée et je suis venue en Suisse avec mon conjoint. Et j'ai exercé suite à ce départ de la France, puisque j'étais formée en France, à l'hôpital de Baden en Argovie, où là j'ai pu acquérir mes diplômes suisses, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de bilatéral. Et je suis arrivée à Fribourg après la naissance de mes 2 enfants et étant enceinte d'un 3e. Et dès mon arrivée à Fribourg, après avoir mis au monde ma fille, je me suis installée à domicile, où d'abord j'ai fait de la préparation à la naissance et j'ai continué mes formations et tout particulièrement l'autonomie. Et suite à cette installation et après la naissance de mes 2 autres enfants, je me suis installée encore plus profondément à domicile puisque j'ai commencé à pratiquer des accouchements à domicile et des accouchements sur un plateau technique qui était dans une salle indépendante à Châtel-Saint-Denis puis à Morat. Et suite à cette expérience d'accouchement à domicile, à Morat et à Châtel-Saint-Denis, les parents nous ont sollicité, ma collègue et moi, qui était Elisabeth Villers, pour ouvrir une maison de naissance. Et là, nous sommes mis en quête, après la fondation d'une association de parents, de pouvoir ouvrir une maison de naissance, ce qui était fait en 1999. D'accord. Voilà. Ok. Et tu as parlé un petit peu l'autonomie pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que l'autonomie et quels sont les avantages en fait? Alors l'autonomie, c'est la science du contact, de l'affectivité, du toucher. Et c'est essentiellement, c'est pas réservé aux femmes enceintes, c'est réservé à tout humain qui est en mal de vivre pour retrouver le bonheur de vivre. En gros, c'est ça. Et en ce qui concerne les couples et la préparation à la naissance et l'accompagnement prénatal autonomique et postnatal, c'est-à-dire que c'est plus qu'une préparation à la naissance. C'est un contact avec l'enfant, de ses parents, d'abord de la mère, pour essayer d'ouvrir cette maman et de pouvoir faire de la place à l'enfant dans la tendresse. Et ce contact va être fait par le conjoint. Une fois que le conjoint aura rencontré sa femme ou sa compagne ou son ami, l'enfant va avoir beaucoup plus de place pour évoluer, développer toute sa psychomotricité, rentrer en contact avec ses parents, établir un lien, en gros faire une équipe à 3. Et cet accompagnement prénatal va être, la pierre angulaire de toute une vie, puisque là, l'enfant va trouver la confiance, la mère va naître de sa vie de femme à sa vie de mère, le père va naître à sa vie d'homme, à sa paternité, et l'enfant in utero va naître à sa vie d'homme ou de femme future. Et la naissance, telle qu'elle est préparée dans l'accompagnement prénatal autonomique, est une naissance à 3. Et si je comprends bien l'autonomie, j'ai l'impression que les effets, ils continuent bien après la naissance, en fait. C'est-à-dire que l'accompagnement prénatal ne s'arrête jamais au moment de la naissance. Il est
très vivant, tout dans la postnatalité, c'est-à-dire qu'on voit l'enfant toute la première année avec ses parents. Puisque l'enfant a été rencontré dans le giron de sa maman, c'est-à-dire dans le ventre affectif de sa maman, il va falloir continuer à l'accompagner de la même façon. Et c'est sûr que les parents qui n'ont pas été accompagnés comme ça par leurs propres parents ont besoin d'aide. Et les séances postnatales sont des séances qui sont très importantes et qui sont, je veux dire, capitales dans la vie d'un enfant accompagné autonomiquement. Il a besoin d'être rencontré dans les soins d'une autre façon. Il a besoin d'être porté d'une autre façon. Il a besoin d'être développé dans toute sa psychomotricité parce qu'il a déjà des envies très fortes. Et si on lui donne cette sécurité pour se développer, il va acquérir une autre vie et une sécurité pour toute la vie. Et c'est pour ça que la postnatalité, ça ne s'arrête pas. L'accompagnement prénatal autonomique ne s'arrête pas à la naissance. Voilà. Et toi, j'ai plusieurs questions à te poser par rapport à l'autonomie, mais est-ce que tu vois des jeunes adultes justement ou des adolescents qui ont été suivis en autonomie, t'arrives à voir les effets justement sur du long terme? Il n'y a pas longtemps justement, j'ai vu un jeune couple et ça m'a frappée parce que je trouvais que le père il avait une présence, il savait bercer presque intuitivement sa femme et son enfant. Et je me disais, à la fin de la séance, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais vous êtes né comment? Qu'est-ce que vos parents ont fait? Ah, ben mes parents, ils ont fait de l'autonomie avec vous il y a 25 ans. Et même plus que ça, je crois. Je sais plus exactement, mais enfin. Et là, j'étais stupéfaite de me dire, ben voilà, cet homme, il est déjà dans un autre contact. Et plus directement, quand je vois les petites filles qui ont 5-6 ans qui viennent avec leurs parents et qui s'occupent des poupées là, qui sont sur ce lit, elles s'occupent des poupées exactement comme les parents sont occupés d'elles, c'est-à-dire elles portent, elles soignent, elles sont dans cette attention. Donc c'est inscrit dans la mémoire cellulaire. Et ça c'est très important parce que c'est des choses qui transforment le monde. Franz Hellmann disait qu'il fallait du temps. Franz Hellmann, c'est le fondateur de l'autonomie. Fallait du temps pour changer une société et que l'accompagnement prénatal pouvait y contribuer. Voilà. Et justement, est-ce que tu peux nous parler en 2-3 mots qui était Franz Hellmann exactement? Pourquoi est-ce qu'il a fondé l'autonomie? Alors, Franz Hellmann est un homme hollandais qui est venu se retiré en France pour faire ses écrits dans les années 79-80. Et c'est un homme qui est né dans les années 1922 et qui est en 1942, il était en médecine et très ami de juifs et il a subi une razzia et a été déporté. Et il a pu accompagner une femme qui se mourait dans un wagon. Et il a senti combien c'était important, cette tendresse qu'on pouvait avoir avec l'être humain pour l'aider à... là, c'était à mourir, bien sûr. Et à l'arrivée, il a pu bénéficier de la complicité de gens pour s'évader. Et il a décidé de consacrer sa vie à la recherche au niveau de ce contact. Et comme il était en Hollande, il a eu beaucoup de contacts avec les femmes enceintes et les enfants. Et à ce moment-là, il a fait ses recherches et s'est rendu compte que l'enfant réagissait à ce contact tactile autonomique, c'est-à-dire ce contact de tendresse que les parents ont pour l'enfant. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a développé tout l'accompagnement. Ouais. Ce qui est magnifique, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le milieu obstétrique. Médical. Médical, ouais. Et en Hollande, les médecins faisaient les accouchements à domicile, c'était très répandu et tout ça. Voilà. D'accord, voilà. Ok. Et par rapport à l'autonomie, tu disais qu'on peut l'employer dans plusieurs autres endroits, et notamment dans quel service? L'accompagnement dans tous les soins, la façon dont on va considérer le patient qui est là sur le lit, dans tout l'accompagnement des gens qui sont handicapés, dans l'accompagnement psychologique, dans l'aptopsychothérapie, en salle de naissance, et là on fait de l'apto-obstétrique pour aider
Alors ça s'adresse plutôt aux obstétriciens et sages-femmes qui sont formés déjà en accompagnement prénatal pour aider à aider cette naissance qui a un petit peu du mal. Voilà. C'est un petit peu difficile de décrire parce que je crois qu'il faut rentrer dans l'information pour comprendre. Ouais. Elle est précédée, chaque formation est précédée d'un tronc commun où là, il est beaucoup question de se découvrir soi-même à travers ce contact. Et de découvrir qu'est-ce que ça change chez chacun. Et après ce parcours d'une année, les gens peuvent s'engager dans les différentes formations. La formation s'adresse uniquement à des gens médicaux, qui sont des sages-femmes, des pédiatres, des psychothérapeutes, des psychiatres, des gynécologues, des infirmières, des physiothérapeutes, kinésithérapeutes. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, ce qui m'interpelle, la question que je voudrais te poser, c'est vraiment par rapport au couple, puisque ça se vit à 3, comme tu disais, aux gens qui souhaitent venir et puis faire de l'autonomie avec une sage-femme, mais qui justement n'ont jamais connu cet affectif, cet amour, cette façon d'accueillir, d'être accueillis en tant qu'enfant. Est-ce que vraiment c'est possible pour eux avec une sage-femme ? C'est possible pour tout le monde. Il suffit bien sûr que la sage-femme soit formée en accompagnement prénatal, autonomique, prénatal et postnatal, évidemment. L'accompagnement prénatal se commence très tôt, je dirais même se commence presque avant la conception, parce qu'il y a des couples, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et parce qu'on fait des FIV, enfin quelque chose qui est très très technique, et on dirait comme l'enfant a besoin d'un nid d'amour pour s'y poser. Et donc, quelquefois, je reçois des couples en prénatal pour préparer le nid. Et les gens qui ont pu concevoir un enfant dans l'amour à 2 et l'enfant est là, il faut commencer très tôt, avant que l'enfant se manifeste vraiment, que les parents le sentent, parce que le début de l'accompagnement prénatal s'adresse vraiment au couple, comment développer ce contact déjà dans le couple et cette ouverture qui va faire bien sûr de la place à l'enfant. Et l'enfant va pouvoir remarquer, ah tiens, il y a quelque chose qui change. Je suis maintenant entendue, reconnue, j'ai plus de place, je peux me déplacer plus. Et c'est dans cette perspective-là qu'on commence l'autonomie très tôt. Bien sûr qu'on peut commencer tard. On commence pas après la 27e semaine de la grossesse, mais plus on commence tard, plus c'est difficile pour les parents, parce qu'il n'y a pas de confirmation, l'enfant devient plus gros, donc c'est difficile de sentir est-ce qu'il nous a répondu, est-ce qu'il nous a pas répondu, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est beaucoup plus difficile pour les parents. Plus on commence tôt, plus c'est facile. Et ça s'adresse à n'importe qui, même si on a été blessé dans son enfance, et d'autant plus, même si on n'a pas reçu cet affectif, c'est pas un problème. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement je vois beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui essayent d'avoir des enfants pour qui c'est difficile et compliqué, et c'est intéressant de savoir que même avant la conception justement on peut essayer de retrouver cet amour et ce nid et puis ne plus être dans le mental et puis reprendre. Dans le mental et la technique, un enfant il a besoin, bien sûr qu'il a besoin de la technique quelquefois, et ça c'est important, la fécondation in vitro c'est quelque chose d'important. Il a besoin que ses parents soient conscients, oui on fait un enfant, mais il a besoin d'autre chose. Un enfant, ça a besoin d'amour, ça a besoin de tendresse, et dès les débuts de l'existence. Voilà. Et j'aimerais te poser la question par rapport à la maison de la naissance. Pourquoi est-ce que toi, tu as fondé la maison de la naissance et en quoi est-ce que ça diffère d'un hôpital ? Alors, arriver à avoir pratiqué comme sage-femme à l'étranger, dans un milieu où il n'y avait pas du tout de technique, avec des femmes palestiniennes qui venaient des villages et que je voyais bien la différence entre ces femmes palestiniennes toutes naturelles et ces femmes de la ville de Nazareth qui étaient très, très médicalisées. Donc j'avais déjà constaté quelque chose. Ensuite, Mais qu'est-ce que tu avais constaté justement ?
qu'il y avait une présence affective de ces femmes toutes simples, ordinaires, qui étaient autres. Même si c'était une autre culture où l'homme n'était pas là. J'étais jeune sage-femme, ça faisait 2 ans que j'étais sage-femme. Donc j'avais constaté qu'il y avait des choses. Voilà. Ensuite, je me suis dit, mais pour changer les choses, il faut diriger. Donc j'ai fait l'école de cadre pour diriger un service. Bon, ensuite, bien sûr, mon chemin de vie m'est amené en Suisse. Et là, j'ai commencé à me former en aptonomie parce que j'avais découvert ça et je me disais, tiens, c'est peut-être quelque chose qui peut amener qu'on vive autrement la naissance. Et puis, après avoir fini cette formation, je me suis dit, mais ça serait bien de pouvoir offrir un cadre encore plus affectif, qui n'est pas simplement le couple préparé, mais que le cadre soit affectif. Et c'est là que m'est venue cette intuition, après avoir fait des accouchements à domicile, où là on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre, ou des accouchements sur un plateau technique. C'est là où la troisième phase était de se dire, ben voilà, on va ouvrir une maison de naissance. Et c'est comme ça que j'ai pu pratiquer pendant 15 ans dans cette maison de naissance que j'ai quand même mis sur pied en grande partie. Et là, je me suis rendu compte vraiment que c'était tellement important. L'accueil, disons le cadre affectif qu'on peut offrir, en plus, bien sûr, d'une grande qualité technique. C'est trop important. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Une naissance, c'est quelque chose qui doit être suivi médicalement, mais il faut un plus, il faut quelque chose d'affectif autour. Et c'est là où j'ai pu exercer et voir aussi la puissance de l'accompagnement prénatal aptonomique, la puissance de l'apto-obstétrique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment on peut, pendant un accouchement difficile, être là et changer le cours des choses pour éviter un transfert. Voilà, donc tout ça, c'est l'objectif de la maison de naissance. C'est tellement important. Et quand tu parles de l'apto-obstétrique, ça veut dire quoi? Quand, dans une situation particulière, l'enfant est dans une mauvaise position, on peut accompagner autrement? Bien sûr que l'enfant peut être dans une mauvaise position parce qu'une mère, tout d'un coup, s'est crispée ou l'accouchement est un peu long ou on accouche aussi avec son inconscient. Il y a aussi des choses dans la tête qui peuvent bloquer et tout. Et c'est important d'être là à côté et de pouvoir aider à remettre, avant que ça soit trop tard, les choses dans le bon chemin. Un enfant qui est défléchi, aider sa mère à lâcher, à réinviter son enfant sur son cœur, à ce que l'enfant puisse mieux se fléchir pour éviter un transfert, parce qu'un enfant qui a par exemple une tête défléchie, la dilatation du col va pas se faire harmonieusement, ça va se bloquer. Et voilà, donc toutes ces choses-là, on peut changer le cours des choses si on est formé en apto-obstétrique. Voilà. Et ça veut dire quoi? Que l'affectif joue un rôle important pendant l'accouchement Bien sûr. L'affectif joue un rôle très très important parce que quand on est dans l'affectif, le tonus musculaire de la femme va changer. Et ce tonus musculaire, il va être juste adéquat pour permettre à ce que l'enfant soit modelé d'une certaine façon, qu'il fléchisse bien sa tête, et qu'il puisse bien se placer pour avoir un appui certain sur le col, bien dilaté, que le col ne se crispe pas. L'affectif a un rôle essentiel. La peur, l'hypermédicalisation peuvent bloquer tout ce tonus musculaire. Et c'est d'une importance capitale que si la femme et le couple est confronté à ce monde médical, à ce monde de peur et tout ça, qu'ils puissent, eux, en équipe à 3, retrouver cette présence affective et pouvoir aider pour changer ce tonus musculaire et que l'enfant se sente reçu, accueilli et qu'il puisse naître. Une femme qui pourrait ne pas se sentir en confiance, elle peut tout bloquer. Elle peut tout bloquer. Bien sûr qu'elle peut tout bloquer, ça c'est clair. Donc c'est très très important. Et une femme qui est prise dans le tourment et le tourbillon des contractions, c'est fort un accouchement, c'est pas quelque chose c'est un moment initiatique qui est plein de puissance. Et si dans cette puissance la femme se trouve seule, non accompagnée, elle peut pas.
C'est dans cet accompagnement où l'homme va être là, dans la tendresse, il va lui dire « tu peux, vas-y, tu as les forces en toi », c'est là qu'elle peut facilement mettre son enfant au monde. Si elle est seule et si on lui dit vous savez, vous pouvez avoir une péridurale, mais c'est tout de suite parce que l'anesthésiste il va s'en aller, ou ça c'est difficile pour une femme parce que c'est comme si vous êtes au bord d'un précipice, ou qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez prendre cette corde ou vous sautez, ou qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si on n'est pas aidé, on ne va pas y aller. On va avoir peur, on va se contracter, tandis que si on est bien accompagné, on y va. Et c'est ça, l'homme, la puissance du compagnon, de l'homme qui est là, dans une tendresse infinie, va pouvoir être une source inépuisable qui va changer le tonus musculaire. Ce que je vous raconte, je le raconte avec foi et j'y crois parce que je l'ai vécu pendant 15 ans. Je veux dire, c'est pas du blabla. Ce que j'ai vécu à la maison de naissance, c'est une expérience où je peux dire vraiment il y a quelque chose qui est là de vrai. Que je n'aurais peut-être pas pu expérimenter si j'étais restée dans le milieu hospitalier parce qu'il y a du parasitage tout autour. Puisque là, il n'y avait pas de parasitage. Dans un couple qu'on a préparé, qu'on accompagne à la naissance, voilà, le résultat, il est là. Et justement, ça se prépare à la conception et puis après l'accouchement. Mais justement, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes, parce que j'en connais malheureusement beaucoup autour de moi et c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer, parce que j'avais envie de les aider, ces femmes-là. Pourquoi il y a autant de femmes qui vivent des traumatismes pendant les accouchements? Eh bien parce que je pense qu'on a désapproprié la naissance des couples. L'enfant qui arrive dans un couple, c'est un enfant qui est conçu en principe dans un acte d'amour. Il y a là deux personnes qui appellent à la vie un enfant. Et tout d'un coup, une fois que l'enfant est là, on met en branle tout un suivi médical. Et dans ce suivi médical qui est bon, c'est l'évolution de la médecine et tant mieux, il y a un manque d'humanité, de présence, d'affectivité. Et ok, suivi médical, d'accord. À côté, le couple doit se préparer en équipe à 3 à vivre cet événement avec la même tendresse et le même amour qu'ils ont conçu cet enfant. Et du début jusqu'à la naissance de l'enfant. Et ça, on a complètement oublié ça. On en fait un acte technique. Je pense que c'est important que tout couple, c'est peut-être ils n'ont pas envie de faire d'aptonomie, ça c'est leur affaire, mais tout couple doit prendre contact très tôt avec une sage-femme pour préparer cette naissance d'une façon humaine et choisir ce qui va leur être disons facile pour eux, mais de se préparer absolument en équipe à 3. Une naissance, c'est une histoire d'amour depuis la conception jusqu'à l'arrivée de l'enfant. Est-ce que tu pourrais nous redonner la définition justement pour toi? Qu'est-ce que c'est qu'un accouchement? Alors pour moi, un accouchement, c'est pas un accouchement. C'est presque... on a réduit l'accouchement à mettre un enfant au monde. Pour moi, cet événement-là, dans le temps, c'est quand même la naissance de 3 êtres. La naissance d'un homme à sa vie de père, la naissance d'une femme à sa vie de mère et la naissance d'un enfant au monde. Et ça, on a un peu oublié. Et pour moi, l'accouchement, c'est presque faux. C'est comme quand on parle d'expulsion d'un enfant. Qu'est-ce que c'est que l'expulsion d'un enfant? C'est une expulse. Non, on n'expulse rien. C'est la naissance d'un enfant, c'est l'accompagnement vers le monde, c'est c'est le tremplin vers l'entrée dans la vie. Pour moi, il y a beaucoup de termes qui sont désaffectés de tout affect. Désaffecté tout affect. Voilà. Il n'y a plus de tendresse dedans et même si je suis d'accord, ça reste médical, c'est très important. La naissance, pour moi, c'est déjà le summum. Mais il faut absolument, si on veut mettre des humains au monde, si on veut accoucher d'humains, il faut mettre de l'humain depuis le début de la grossesse.
c'est-à-dire dans l'acte d'amour jusqu'au moment où l'enfant arrive au monde. Et je pense c'est des cas rares, mais malheureusement, ça peut arriver qu'un couple décide d'avoir un enfant et puis pour X raisons, la femme se retrouve toute seule. Est-ce que c'est possible dans ce cas de faire quand même de l'aptonomie? Est-ce qu'il existe une autre manière de faire et puis de pouvoir accoucher de cette façon? Alors, une femme qui se retrouve seule, bien sûr, on en a eu beaucoup. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir un suicide, il peut y avoir une maladie. Il peut se trouver qu'une femme soit... Ils ont conçu un enfant dans l'amour et que l'homme se désaffecte parce que c'est trop dur pour lui. À ce moment-là, j'essaye de dire aux femmes de trouver quelqu'un qui peut les accompagner. Ça peut être une amie, ça peut être une maman, une grand-mère, ça peut être un autre compagnon qui tout d'un coup est rencontré sur la route. La seule chose qu'il faut dire à ce nouvel accompagnant, c'est il faut lui dire « tu t'engages ». Parce que l'enfant, il va être attaché à toi. Donc, soit tu t'engages, mais c'est pas « je viens faire de l'aptonomie avec cette femme ». Cet enfant, il va avoir un lien avec toi. Acceptes-tu ce lien? Voilà. Parce que c'est pas quelque chose de gratuit. L'enfant, il s'attache à cette personne et il faut que cette personne puisse accompagner cet enfant, quel que soit. Peut-être il ne sera jamais compagnon de cette femme, peut-être elle restera la grand-mère, mais avec un attachement particulier, ou la mère ou l'amie deviendra la marraine, ou que sais-je. Mais cet enfant va être attaché à cette personne. Et ça demande du temps, parce que l'aptonomie, c'est quelque chose que l'on pratique à la maison. Donc, quel temps tu es prêt, toi, nouvel accompagnant, à consacrer à cette maman qui porte cet enfant, une fois, 2 fois dans la semaine, 3 fois, voilà. Là, on parle de l'accouchement et de la grossesse et tout cet accompagnement qui est magnifique. J'aimerais aussi profiter justement de tes connaissances par rapport à l'allaitement et savoir pour toi, est-ce que on peut préparer un allaitement et puis comment en fait mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, puisque moi je vois aussi beaucoup de femmes qui après 1 semaine, 2 semaines arrêtent parce qu'il y a des complications. Alors l'allaitement, bien sûr que ça se prépare physiquement, on doit masser les mamelons, on peut dire au compagnon aussi qu'il prépare ses mamelons. Et ça, c'est un petit travail technique. Mais c'est la même chose, c'est aussi une histoire d'amour, c'est la suite. Et je pense que si on est en équipe à 3 et que l'allaitement est un peu difficile, l'homme qui prend sa place auprès d'une femme et d'un enfant, que c'est un peu difficile, je pense que c'est ça la place du compagnon. C'est pas je donne un biberon à la place d'une femme qui doit allaiter. Peut-être ça va se passer une fois quand la femme va vouloir aller, je sais pas, chez le coiffeur ou se faire masser ou voilà. Mais la première chose, c'est d'être dans l'accompagnement journalier, lui faire bien à manger, veiller à ce qu'elle se repose, aller promener l'enfant quand elle fait sa sieste, voilà, de pouvoir prendre du temps. Et je pense que de prendre des vacances, puisqu'à l'heure actuelle on n'a pas tellement de congés de paternité entre 1 jour à quelques jours, peut-être prendre des vacances pour accompagner sa femme au moment où elle rentre de la maison de naissance ou de l'hôpital ou de la clinique, pour pouvoir l'aider dans son quotidien. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui est importante, prendre contact très très tôt avec une sage-femme pour l'avoir rencontrée et pouvoir préparer cet allaitement. Et si c'est difficile dans le postpartum, pouvoir être accompagné par cette sage-femme qui va vous aider avec ces difficultés d'allaitement. Il y a des enfants qui ont des difficultés, qui ont eu un forceps ou une ventouse et qui ne peuvent pas bien téter. Et à ce moment-là, l'ostéopathe peut agir, mais ça, c'est les sages-femmes qui peuvent le voir, où il y a un fil de langue, un frein de langue qui est un peu là, qui empêche le bon mouvement de la langue pour la succion. Et à ce moment-là, il faut envisager de le couper. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui vont vérifier à ce que l'enfant soit bien mis au sein. Et je pense que la sage-femme, c'est la première personne. Ça va éviter la dispersion d'une femme auprès de tas de personnes autour. Elle a la sage-femme qui l'accompagne dans la grossesse, pendant la grossesse et aussi dans le postpartum, qui est la personne de référence pour donner l'unité à tout ce suivi. Il faut éviter que les femmes se dispersent avec des tas de personnes autour. Elles ont besoin d'une personne de référence et c'est la sage-femme.
Mais pourtant, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de sage-femme pendant la grossesse et qui sont suivies médicalement que par un gynécologue. Elles manquent peut-être d'informations. Une femme, elles ont toutes la possibilité d'avoir une sage-femme. Ces frais sont remboursés par les caisses maladie. C'est à elles de faire la démarche et de chercher. Bien sûr, peut-être le gynécologue leur donne pas le tuyau, mais une sage-femme peut suivre une grossesse depuis le début jusqu'à la fin et bien sûr pas en parallèle avec le médecin. Alors elle peut avoir un contact très précoce avec une sage-femme, se faire suivre par son médecin ou se faire suivre par sa sage-femme. Enfin, c'est elle qui va choisir. Mais le contact très précoce où je suis inscrite chez une sage-femme et je sais que dans les moments où j'aurai un petit peu plus de mal, ou pour me préparer, ou pour le postpartum, j'aurai quelqu'un qui va être là et qui va être une personne de révérence qui va pouvoir me guider. Et guider aussi ma famille, mon couple. La sage-femme est la personne de référence. Et par rapport à la naissance, justement, quand tu parlais d'ostéopathie, est-ce que toi, tu conseillerais à chaque parent, après la naissance, que l'enfant soit suivi une fois par une séance ? Alors, il ne faut pas faire de la surconsommation médicale. L'ostéopathie est un moyen pour libérer des tensions, des choses qui empêchent le bon développement, par exemple, d'un allaitement, ou une femme qui a subi un petit peu un accouchement difficile qu'il faudrait remettre un peu. Il faut voir un petit peu la nécessité de voir. Et je pense que la sage-femme peut guider cette femme et cet enfant s'il y a nécessité. Voilà. Merci énormément pour tous tes conseils et moi je voudrais vraiment finir par poser la question par rapport à tout ce que tu as dit. Comment est-ce que tu penses que on peut aider toutes ces femmes et puis même ces hommes aussi qui nous regardent pour préparer au mieux justement pendant un accouchement, préparer au mieux l'accouchement qu'elles souhaitent aussi, qu'elles ont désiré de vivre? Moi, je pense que ça prendra du temps. On est dans un changement de société, dans un changement de paradigme. Les hommes prennent de plus en plus de place. Les jeunes hommes, pour certains, ont fait un sacré bout de chemin. Certaines femmes aussi, et sont capables de préparer une grossesse ensemble, d'autres pas. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, et la société va pouvoir s'enfanter nouvelle dans un avenir prochain. Mais pour l'instant, voilà, il faut simplement informer les gens en leur disant la naissance, la conception, le postpartum, la vie entière, c'est une équipe à 3. Et si on n'est pas dans cette équipe à 3, c'est difficile. On a besoin, on ne peut pas élever un enfant seul, c'est difficile. Et l'enfant, il a besoin du père, de la mère, et les parents, ils ont besoin de l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est sans cette spirale de vie qui est le père, la mère et l'enfant, je crois que c'est trop difficile. Et la société va s'enfanter à partir de ces couples qui envisagent et qui voient les choses maintenant d'une autre façon. Alors moi, personnellement, pour avoir testé, j'y adhère à 100% à l'aptonomie et je vois, même avec mes enfants qui ont maintenant 5 ans et 2 ans, tous les bienfaits positifs. Et dans cette connexion maintenant à 4, puisqu'on est 2 enfants et un couple, et c'est vrai que ça nous a unis dès le départ. Ça, c'est évident. Et est-ce que toi, tu aurais un dernier conseil ou une chose que tu aurais envie de partager auprès des personnes? Je crois que j'ai tout dit. Ouais, je pense aussi. Prenez du temps pour vous quand vous pensez concevoir un enfant et sachez que c'est un engagement. C'est pas de dire au 8e mois, ah, maintenant il faut que je me prépare à la naissance. Non, on se prépare à la naissance déjà dans la conception. Déjà là, on prend du temps. Et on se dit maintenant, notre vie va s'ouvrir à un autre être et il faut faire de la place pour cet autre être. Et quand on fait de l'aptonomie, je dis toujours aux parents, si vous prenez un petit quart d'heure par jour pour rencontrer votre enfant et jouer ensemble à 3, c'est pas beaucoup par rapport à l'avenue d'un enfant qui va prendre 6 à 7 à 8 heures par jour dès qu'il va être là. Donc, c'est un tout petit entraînement où voilà, ça vous prépare lentement à exister autrement et avec d'autres préparations, je suppose que c'est la même chose. Voilà. Merci énormément
pour tout ce que tu as apporté. J'espère vraiment que ça vous aura apporté à vous aussi. Et puis, si vous avez envie d'avoir des informations, regardez autour de vous, continuez à vous informer. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup Anne-Marie. Au revoir et à bientôt. Et bonne chance avec votre bébé, votre futur bébé. Voilà.